Bonjour à tous. Voilà, écoutez, c'est avec plaisir que j'ouvre ce webinaire sur l'Olympiade culturelle des VMF. Donc, quelques mots, hein. On sait tous donc, que les Jeux Olympiques arrivent. Euh, pour ceux qui habitent Paris, d'ailleurs, ça commence à être très, très visible de façon matérielle sur les voies publiques. On sait bien sûr les Jeux Olympiques, c'est un événement sportif, mais on voit à quel point c'est également un événement culturel, je dirais un événement du patrimoine parisien, d'Île-de-France, national. N'oublions pas qu'il y a des épreuves qui sont également en dehors de Paris, d'Île-de-France. Mais lorsque on voit le choix qui a été fait pour la première fois de faire la cérémonie d'ouverture sur la scène avec tout le patrimoine de Paris qui va bâti, qui va défiler devant les caméras du monde, lorsqu'on voit le choix des épreuves équestres de les tenir au château de Versailles, on voit à quel point cet événement sera un événement du patrimoine et du patrimoine bâti, du patrimoine paysager également français. Et nous en réjouissons. Nous en réjouissons. Euh, les Vieilles Maisons Françaises étant la première association euh, du patrimoine en France, nous nous devions d'être présents. Euh, Par rapport à un souhait du COJO qui était d'ouvrir en fait sur la dimension culturelle et donc de créer les Olympiades de l'Olympiade culturelle. Voilà. Donc un peu la genèse, donc dès qu'on avait eu connaissance de ce souhait de la part des organisateurs de donner cette dimension culturelle avec un programme certaine importance, de grande qualité, avant, après les Jeux Olympiques. Nous avons voulu en faire part et c'est notre rôle de première association française du patrimoine de le faire. Voilà, donc je suis très heureux de dire que nous avons été labellisés nos événements Olympiades qu'on va vous présenter dans un instant culturel. Je tiens à remercier beaucoup Caroline de Sagazan et son équipe voilà, qui a porté de façon remarquable voilà, le dossier d'agrément et qui nous permet aujourd'hui de vous présenter donc les trois événements au Haras national du Pin dans l'Orne le 14 avril, au château de Chantilly dans l'Oise le 26 mai et au château de Dampierre le 9 juin prochain. Voilà, avec un fil rouge. Alors, ça aurait pu être le sport automobile, même s'il n'est pas vraiment aux Jeux Olympiques. Donc, c'est plus logique ça soit le cheval, le sport équestre, voilà, qui est un merveilleux sport, vraiment lié au patrimoine pour des raisons tout à fait évidentes. Et donc, je suis vraiment ravi de ces trois événements. Je remercie beaucoup les responsables de ces trois lieux voilà, pour l'organisation de ces moments qui seront très forts. Et donc, je vais laisser la parole aux trois intervenants, hein, que je remercie encore. Muriel Meneux, responsable culture du Haras national du Pin, que nous connaissons tous. Marie Moutarde, chargée du musée vivant du cheval du château de Chantilly, que nous connaissons tous. Et Pascal Thévard, directeur général du domaine de Dampierre en Yvelines, que nous connaissons également, peut-être un peu moins en visite hein, que le Raz du Pin ou Chantilly, ça change vite. Moi, j'ai visité moi-même, j'ai eu la chance il y a quelques semaines et j'en étais absolument ravi et il y a un programme très actif. Voilà, donc trois très beaux événements dans des lieux merveilleux de notre patrimoine et auxquels on est extrêmement content de voir que les VMF puissent s'associer. Voilà, je laisse la parole à Muriel Meneux, je crois que c'est vous Oui, qui démarrez. Voilà. donc bonjour à tous. Je vais vous présenter le Haras national du pain, qui existe depuis le XVIIIe siècle, mais qui est né sur décision de Louis XIV en 1665 et de son ministre Colbert, tout simplement parce qu'il y avait besoin de chevaux à l'époque pour les besoins de guerre et de transport.
Et en fait, le haras du Pin a été le premier d'une longue série de haras royaux, hein. Le haras du Pin, il a été construit de 1715 à 1730. Là, vous voyez un peu le cœur, enfin un peu beaucoup le cœur historique, sur un domaine foncier de plus de 1000 hectares. Donc, vous voyez, on est un peu c'est Jean de La Varande, qui est un auteur normand, un écrivain normand, qui a parlé de Versailles du cheval pour le haras du Pin, et à double titre, parce que c'est un peu Versailles à la campagne. Vous avez l'allée de Louis XIV, là, qui part dans la perspective. On n'a pas le cours du roi et de la reine comme à Versailles, mais c'est le même principe. Et même si ça a été construit au XVIIIe, c'est très empreint par l'architecture de l'école de Versailles. D'ailleurs, c'est Robert de Cotte qui avait pris la succession de Mansart, qui a dessiné les plans du haras du Pin. Et tout ça a été fait vraiment, c'est la première architecture équestre, même si Louis XIV avait déjà un haras près de Versailles, à Saint-Léger-en-Yvelines. On a retrouvé des textes comme quoi les conditions sanitaires étaient mauvaises pour les juments de reproduction, ce qu'on appelle les juments poulinières. Donc, il fallait trouver un autre lieu. Et c'est plusieurs facteurs qui se sont réunis pour construire le haras du Pin. Déjà, on n'est pas très loin de Versailles, enfin, c'est 160 km, hein, c'est quand même 3-4 jours à cheval, mais pas très loin. D'autre part, un contexte juridique favorable, puisque cette terre-là, ce qu'on appelait le buisson d'Yem, appartenait à un conseiller royal, le sieur Béchamel de Nointel, le bien nommé. Donc, le roi Louis XIV lui a proposé d'échanger sa terre de Normandie avec une autre terre royale en Picardie. Donc, c'était très facile. Et géographiquement, on est donc sur un climat humide, une terre argileuse, et tout ceci était favorable pour l'élevage du cheval. Et c'est pas un hasard si au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la Normandie qui est la première région d'élevage du cheval en France. Euh, donc, notre grande chance, c'est que ce haras du Pin, il a perduré dans son patrimoine architectural, paysager jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ses missions ont changé. Au départ, c'était vraiment l'élevage du cheval et c'était d'amener des étalons pour la reproduction. D'abord, on a été les chercher chez les privés. On a compté jusqu'à plus de 200 étalons au haras du Pin et plus de 10 races. Alors maintenant, on a moins besoin de chevaux, bien entendu. Les haras se sont réformés au fil des années. Maintenant, le haras du Pin est géré par le département et la région et a trois axes de développement. Avant tout, le tourisme et la culture, tout ce qui est sport équestre et tout ce qui est formation aussi, hein, qui est important en termes de savoir-faire. Je lisais aujourd'hui que l'Institut des métiers d'art changeait de nom et devenait l'Institut des savoir-faire. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet aussi de transmettre notre patrimoine, notamment sur la sellerie, mais aussi la maréchalerie. Et on est lié aussi à de grandes maisons qui perdurent ces savoir-faire comme Hermès. Alors, ce qu'on a proposé pour la journée du 14 avril, c'est bien sûr une visite guidée du Hara qui recoupe un peu tout ce que je vous ai présenté et avant tout le cœur historique, suivi d'une démonstration de dressage. Alors, vraiment le dressage au sens de discipline olympique, hein, puisqu'on est dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Il y aura une reprise de dressage avec un cheval monté et un cheval attelé. Alors, pour présenter brièvement ce qu'est le dressage pour un cheval, c'est un peu les figures libres et imposées, comme pour le patinage artistique, sauf qu'il y a un cheval. Voilà. Donc, ça veut dire énormément de travail pour le cavalier ou le meneur. C'est vraiment du travail quasi quotidien pour arriver à faire ce genre de figure, ce qu'on appelle le passage. Enfin, voilà. Donc, tout ça sera présenté sur la carrière de la Poste que vous pouvez voir en ce moment sur laquelle on effectue aussi des spectacles extérieurs en été qu'on appelle les Jeudis du Pain. Puis, les personnes qui vont s'inscrire au 14 avril pourront assister à un spectacle équestre voilà, dans le manège du Haras du Pin, qui est devenu une salle de spectacle équestre.
Et pour finir, pour les enfants, pour ceux qui viennent en famille, baptême de poney possible pour finir cette journée axée sur le cheval, le patrimoine. Et on a cette grande chance au Haras du Pin de réunir toutes les formes de patrimoine équestre. Ça veut dire aussi bien du patrimoine hippomobile, comme vous le voyez là, le château, qui était l'ancienne résidence des directeurs du Haras du Pin, un espace muséographique, où là vous voyez Louis XIV à cheval, ça doit être de Wass, en production du tableau qui se trouve à Versailles, avec lesquels nous sommes partenaires, mais aussi tout ce qui est patrimoine paysager, patrimoine équin, bien entendu, au niveau des races. Et, et c'est vraiment une osmose, je dirais, de tout ce qui représente le cheval en France, qui est concentré au Haras du Pin. Donc c'est important qu'il y ait cette diffusion, cette valorisation du cheval dans un endroit qui est unique en France. On reste un poumon vert important. C'est pour ça aussi qu'il y a un développement du tourisme avec un axe hébergement sur le Haras du Pin dans le cadre du grand projet. Et bien sûr, avec un développement des compétitions internationales, mais aussi nationales et plus régionales. Là, vous avez une vue du pôle international de sport équestre qui a été inauguré l'année dernière, qui est tout à côté du Haras, hein, puisqu'on a de la place, avec 1000 hectares, avec 4 carrières, plus de 300 box. Et ce que vous voyez au milieu, ce sont des espaces de restauration, les show-office, notamment quand on a comment dire, les concours hein, pour les juges. C'est une économie qui est vraiment très importante. Alors certes, ça peut paraître, ça l'est certainement, c'est une niche, mais c'est une niche, pas avec des chiens, hein, mais des box avec des chevaux, qui est importante pour l'économie normande et ornaise. C'est énormément d'emplois directs et indirects. Par exemple, les vents, qui sont très spécifiques au milieu du cheval, sont fabriqués, je pense aux Ventéo, qui sont fabriqués dans le Calvados. Donc, c'est pas simplement une économie directe, mais indirecte également. Donc, c'est ce qu'on essaiera de faire découvrir aux personnes qui s'inscrivent au 14 avril, avec cette dimension de sport équestre qui est très importante, hein. On a toutes sortes de concours, que ce soit attelage, concours complet. Là, vous avez des photos, vous voyez un passage de guet en concours complet. Sur la droite, vous voyez un attelage et derrière le château, ça se situe sur le parc du Haut-Bois. Donc là, c'est l'équivalent du cross pour le concours complet, c'est ce qu'on appelle le marathon, mais on a aussi que des concours de saut d'obstacle, que du dressage. Voilà, et c'est important parce que ça fait partie aussi de tout un processus pour que les cavaliers puissent s'entraîner et passer les différents obstacles, les différents barrages, comme on dit, pour accéder à des compétitions plus importantes. Voilà. Je laisse la parole à Marie Moutarde pour Chantilly. Merci Muriel, c'est vrai que c'est un lieu magnifique, le Haras du Pin. Vous allez en prendre plein les yeux le 14 avril si vous inscrivez. Et un peu plus tard dans le printemps, le 26 mai, nous vous proposons donc avec les VMF une découverte du domaine de Chantilly. Alors là, je vous montre le château, qui est un joyau vraiment de l'architecture. Et puis bien sûr, je m'attarderai plus longtemps sur les grandes écuries. Mais d'abord le château. Alors donc les premières traces de ce château datent du Moyen Âge, au XIe siècle. Et ensuite dans l'histoire, je fais une rapide histoire du château pour me concentrer plus sur le cheval. Mais on peut noter 3 grandes figures qui sont importantes pour le château de Chantilly. Tout d'abord le connétable de Montmorency au XVIe siècle qui s'y installe. Alors le château de Chantilly est entouré d'une immense forêt puisque c'est 6000 hectares qui est un terrain de chasse à courre très important et aimé des propriétaires du château. Au XVIIe siècle, le Grand Condé, qui est le cousin de Louis XIV, s'installe à Chantilly. Il fait vivre le domaine, notamment installe les jardins à la française.
Et encore un bond dans le temps, le dernier propriétaire privé du château de Chantilly, il s'agit du duc d'Aumale, qui est le fils du roi Louis-Philippe, et qui lègue ce joyau, donc le château, les grandes écuries, le parc et l'hippodrome, qui lègue tout cet ensemble à l'Institut de France, qui aujourd'hui est notre propriétaire. Donc aujourd'hui, on est une fondation de droit public et abritée par l'Institut de France. Donc tout notre budget de fonctionnement est assuré par les recettes de la billetterie, de la privatisation. Mais tous les budgets investissements, ce sont maintenant des mécènes privés qu'on va aller chercher pour mener tous nos projets. Je parlerai un peu des projets que je mène au Musée vivant du cheval. Et avant cela, je vous présente donc l'architecture des grandes écuries. Donc c'est un bâtiment majestueux, comme vous le voyez ici. Alors, dans l'angle tout à droite, vous voyez le château. Donc, les grandes écuries sont vraiment construites à part du château. Elles sont impressionnantes par leur volume. Elles ont été commandées par le duc Louis-Henri de Bourbon en 1719 à l'architecte Jean Aubert. Donc, la construction s'achève en 1735 et il construit un édifice merveilleux. Alors, le mythe raconte qu'il pensait être réincarné en cheval, donc il construit un peu sa seconde demeure. Bon, ça reste un mythe. En tout cas, les grandes écuries pouvaient accueillir un certain nombre de chevaux. Et donc, sur le plan, je vais vous expliquer un peu les différents espaces. Vous avez donc ces deux grandes nefs qui sont reliées en leur centre par le dôme. Tout l'espace des nefs pouvait accueillir 240 chevaux dans des stalles. Alors bien sûr, toutes les stalles n'étaient pas occupées en même temps puisqu'on laissait des stalles vides pour accueillir les chevaux des visiteurs. Mais c'est un nombre assez impressionnant. À l'arrière de ces deux grandes nefs, vous avez 3 cours. Donc à gauche, une cour circulaire, la cour du manège, qui servait de manège. Donc elle était remplie de sable pour travailler les chevaux. Ensuite, la cour à droite de la cour circulaire, c'est la cour des remises, qui accueille aujourd'hui le musée vivant du cheval et qui servait de remise pour les voitures hippomobiles, pour la sellerie, donc les équipements, et puis certains box. Ensuite, la grande cour à droite accueillait les chenils. Donc ça aussi, c'est assez particulier. Dès le 18e, dans les grandes écuries, sont installés les chiens de chasse. Donc on a différents chenils dans cette cour, et chevaux et chiens cohabitent dans les grandes écuries. Alors, pour vous montrer un peu des photos plutôt de l'intérieur, donc la nef est, pardon, je commence par la nef est. Là, c'est une vue actuelle, bien sûr, accueille aujourd'hui nos chevaux de spectacle, puisque la compagnie équestre accueille 47 équidés. Là, ma collègue me le disait tout à l'heure. Donc, une trentaine de chevaux et puis une dizaine de poneys et ânes et puis des chevaux en plus quand des intermittents du spectacle viennent travailler pour les spectacles aux grandes écuries. Donc, c'est la première chose que vous allez découvrir en rentrant dans la nef, dans les écuries, les chevaux. Ensuite, de l'autre côté, la nef ouest, alors n'accueille plus de chevaux aujourd'hui. Il se trouve qu'au 19e, le duc d'Aumale, donc je rappelle le fils du roi Louis-Philippe qui a légué tout le domaine à l'Institut, transforme cette grande nef en un manège couvert. Donc il fait retirer les stalles, pose du sable et peut ainsi travailler ses chevaux à l'abri. Ensuite, quand le musée est créé, ça devient un espace d'exposition. Alors il y a eu différentes choses exposées et aujourd'hui on présente des voitures hippomobiles. C'est un espace qui est utilisé pour des privatisations et donc on déplace les voitures quand il y a besoin de libérer cet espace. Alors maintenant, je m'attarde un peu plus sur le musée vivant du cheval et en vous présentant 2 grandes figures de l'histoire du musée. À gauche, Yves Bien-Aimé, qui est cavalier et qui a demandé à l'Institut de France de louer les grandes écuries pour y installer un musée extrêmement pédagogique et des spectacles équestres. Donc depuis 1982, les grandes écuries sont ouvertes au grand public et présentent les métiers du cheval, l'art lié au cheval, l'équipement équestre, etc. Alors, le musée a eu une histoire un peu différente aussi, puisque en 2006, Son Altesse Laga-Caen, que vous voyez sur la photo de droite à côté du jockey Christophe Soumillon, donc Laga-Caen a créé une fondation privée pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly. Et donc, il a réaménagé le musée qu'Yves Bien-Aimé avait créé dans les années 80. Donc, il a créé un musée beaucoup plus artistique, beaucoup plus ethnographique et élitiste, qui rompait vraiment avec l'idée première du musée qui était très pédagogique. Et donc,
Moi, depuis 3 ans, je suis chargée du musée. Et depuis, la fondation privée a été clôturée. Comme je vous le disais, on est une fondation de droit public. Et donc, mon travail est maintenant de réaménager le musée pour trouver l'équilibre entre ce musée pédagogique créé par Yves Bien-Aimé et ce musée plutôt artistique créé par Lagacan. Et donc, la collection du musée est double, puisqu'on a autant, là je mets à côté un portrait de cheval de la fin du 17, de la fin du 18e, de la fin du 17e, pardon, et à gauche un squelette, pour vous montrer le côté double de notre collection. Parce qu'on a autant des objets techniques, des objets anatomiques en lien avec le cheval, que des œuvres d'art, comme vous le voyez à droite. Donc tout l'enjeu, c'est de présenter les deux au public et de trouver un compromis. La première partie du musée, du coup, avec tous les réaménagements qu'on a pu faire durant ces 3 années, on a essayé de la consacrer au cheval. Qui est-il? Quelles sont les spécificités de son anatomie? Et aux métiers liés au cheval et à l'équipement. Donc la salle, une des premières salles présente ce squelette. Alors il s'agit de Katko. Il est considéré comme le sauteur du XXe siècle. C'est un cheval de steeplechase. Et il a fini sa vie à Chantilly, puisque après sa carrière sportive, il était monté par le responsable des entraînements de l'hippodrome de Chantilly. Et donc, il a un lien particulier avec Chantilly. Et il permet bien sûr de comprendre l'anatomie du cheval. Ensuite, pour expliquer un peu plus le côté concret du cheval, nous avons décidé de mettre en avant les métiers. Donc, dans nos projets, on aimerait bien présenter le métier de maréchal ferrant. Et puis, on a déjà aménagé une salle sur le métier de sellier. Alors, on a collaboré avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, et notamment la formation de sellier, qui, comme Muriel le rappelait, est donnée tout proche du haras du Pin. Donc, de l'autre côté de la route, il y a la formation de métier de sellier. Et donc, l'éclaté de sel que vous voyez au centre dans la vitrine a été créé par une étudiante de cette formation-là. Et cet objet pédagogique et esthétique permet de comprendre les différentes couches que compose une selle. Et puis, derrière, vous voyez dans la vitrine une explication des grandes étapes de fabrication des selles, donc les outils associés aux éléments de selle. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, je trouve, qui est important de donner à voir au public, c'est tous les métiers et la variété des métiers qui sont liés au cheval. On pense tout de suite cavalier, mais il y a d'autres métiers liés au cheval. Quand quelqu'un est passionné de cheval, il peut fabriquer des selles et être tout aussi lié à cet animal. Alors, une autre salle qu'on a pu aménager en 2023, que vous pourrez découvrir en mai si vous inscrivez, c'est la sellerie, qui et donc présente notre collection de selles. Il se trouve que quand je suis arrivée, seulement 5 selles étaient exposées dans le musée et on en a un peu moins de 200 dans nos réserves. Donc c'était un peu frustrant de ne donner à voir que 5 selles. Donc on a installé cette sellerie aussi pour recréer, vous voyez, l'ambiance propre des écuries avec des lambris de bois, des porte-selles, un peu plonger le visiteur dans une écurie. Et on présente une 40aine de selles par thématique, donc les femmes à cheval avec des selles de dames, des selles de spectacle avec des selles de fantasia, des selles de chevaux de travail qui aident l'homme à gérer le bétail dans des grandes étendues, des selles de l'armée et des selles sportives aussi, puisqu'on présente 2 sports importants à Chantilly, les courses de galop et le polo. Et puis, à travers l'exposition de 3 selles, les 3 disciplines olympiques que je me permets de rappeler, le dressage, la course de saut d'obstacle et le concours complet. Donc cette sellerie, elle est vraiment un peu le point d'orgue de notre visite. C'est par l'exposition des selles qu'on présente aussi la variété des disciplines équestres. Et on peut vraiment un peu comprendre toute l'omniprésence du cheval dans la civilisation, dans toutes les civilisations d'ailleurs. Alors je ne vais pas détailler chacune des selles, mais je rappelle donc que la première partie du musée est dédiée au cheval et aux métiers liés au cheval. Et la deuxième partie est plutôt consacrée au cheval à Chantilly.
Et donc, on commence par une salle avec la Vénerie à Chantilly. Alors, c'est un peu une œuvre anecdotique que je vous mets là, mais on a réaménagé cette salle en ajoutant quelques objets grâce à la Société des Amis des Grandes Écuries qui nous ont donné des œuvres. Et la Vénerie, comme je vous le disais, avec ses grandes forêts de 6000 hectares, est omniprésente à Chantilly. Aujourd'hui encore, deux équipages chassent à Chantilly. Et donc, cette activité a participé au fait que Chantilly est proclamée capitale du cheval, comme d'autres villes en France. Mais cette activité en a participé. Une autre activité qui est importante à Chantilly, ce sont les courses de galop. Donc là, vous voyez un tableau de Pierre Vernet qui représente une des premières courses, puisque c'est une course de 1836 et que la première course a lieu en 1834. Alors, vous voyez à l'arrière-plan les grandes écuries, et puis au premier plan, des chevaux lancés au galop. Alors, c'est une représentation un peu particulière, c'est un galop volant. Vous voyez que les antérieurs du cheval sont projetés en avant, les postérieurs projetés en arrière, donc une position qui n'existe pas dans la réalité, mais qui était représentée par les peintres au début du 19e. Donc, c'est une activité, les courses, quand elles se sont installées au 19e, qui a vraiment dynamisé la ville, qui a créé un nouveau quartier, le quartier du Bois-Saint-Denis, plus proche de la gare que le château, et qui participe encore aujourd'hui à l'économie et bien sûr à l'activité équestre de la ville de Chantilly. Il y a plus de 3000 chevaux qui s'entraînent tous les jours à Chantilly, donc entre les courses et le polo. Donc c'est vraiment une activité très importante. Et alors, pour continuer un peu dans notre parcours Le Cheval à Chantilly, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter ces harnais qui dormaient en réserve et qu'on fait restaurer petit à petit. Là, vous en voyez 2. Il se trouve qu'on en a 16, 2 x 8 dans nos réserves et qu'on fait restaurer petit à petit. Alors, ces 2 harnais font partie d'un ensemble de 8 harnais qui ont été utilisés par le prince de Condé en 1825 pour le sacre de Charles X à Reims. Donc, il a commandé une voiture hippomobile, une berline de gala, et puis 8 harnais, puisque sa voiture était attelée à 8. Il était très proche de la famille royale et donc avait l'autorisation d'atteler à 8. Donc, on fait restaurer petit à petit ces harnais, et puis ils sont un peu le chef-d'œuvre de nos collections. C'est un vrai trésor de l'art hippomobile du 19e, et donc on a tout mis en œuvre pour le présenter au public. Donc en mai, vous ne verrez certainement pas les 4 chevaux, mais si vous revenez plus tard dans l'année, vous pourrez voir 4 mannequins de chevaux harnachés. Alors une autre activité équestre qui importe énormément à Chantilly, ce sont les spectacles. Donc là, je vous présente une photo, mais on aurait pu en mettre 1000 autres. Le spectacle a lieu sous le dôme. Donc vous vous rappelez, c'est la pièce circulaire qu'il y a entre les 2 nefs, qui a été transformée en salle de spectacle dans les années 80 par Yves Bien-Aimé. Et donc depuis, sous le dôme, tous les jours, on propose une animation équestre, donc à 14h30, qui dure une demi-heure. L'idée, c'est de présenter au public l'équitation en général pendant un quart d'heure. C'est une cavalière qui explique. Et puis, l'autre quart d'heure est consacré un peu à une mise en situation pour un nouveau numéro. C'est important quand on prépare un cheval au spectacle de lui faire, de le mettre dans la situation d'un spectacle, donc avec du public qui va bouger, qui va applaudir, les lumières, la musique. Donc c'est un moment assez important. Et bien sûr, les spectacles équestres. Alors là, vous avez de la chance, le 26 mai, vous pourrez assister à un des spectacles. Il se trouve que début avril, on lance ce spectacle Un jour à Paris, que vous pourrez voir en mai. Alors, c'est un peu un partage d'une journée à Paris en 1900, à la belle époque. Et donc, vous suivrez Madame qui se prépare, qui va à différents rendez-vous dans sa journée. Et vous découvrirez plusieurs choses. On a un voltigeur qui vient spécialement pour le spectacle, et puis un mime pour vraiment se mettre dans l'ambiance 1900. Dans l'année, on propose aussi d'autres spectacles. Un spectacle à Noël qui est souvent tiré d'un conte de Noël, et puis un spectacle d'été qui est un peu un mix de différents numéros issus d'autres spectacles. Donc l'activité équestre à Chantilly, je rappelle, donc la vénerie, les courses, les spectacles équestres,
Alors, j'ai remis une petite photo des courses aujourd'hui pour vous rappeler que 2 grands prix se tiennent à l'hippodrome de Chantilly, le prix de Diane et le prix du Jockey Club. C'est vraiment un rendez-vous cantilien pour les amateurs de courses. Et puis, je vous ai parlé du polo. Alors, j'ai pas pu vous présenter une photo d'une salle polo puisque prochainement, on va l'installer dans le musée. En 1995, à Apremont est créé un centre d'entraînement de polo. C'est un des plus grands centres en Europe d'entraînement. Et donc, c'est un sujet, un sport important pour Chantilly. Et donc, on va aménager d'ici cet été un espace consacré à l'histoire du polo et présenter voilà, ce sport qui occupe beaucoup de cantiliens. Donc, je vous rappelle un peu le programme du 26 mai, là, pour résumer. Déjà, vous pouvez admirer ces grandes écuries. Vous commencerez votre journée par une visite du château, donc les trésors, hein. Je ne me suis pas arrêtée, mais c'est une des plus grandes collections de peintures anciennes en France. Ensuite, un déjeuner à la capitainerie. Et puis, le spectacle, un peu le temps fort aux grandes écuries. Et ensuite, une visite du musée, dont je vous ai présenté quelques images. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Pascal. Merci Marie. Eh bien, bienvenue au domaine de Dampierre. Donc, le domaine de Dampierre, pour certains peut-être pas très connu, c'est quand même un grand domaine d'Île-de-France, au sud des Yvelines, à quelques heures de cheval de Versailles, puisque en fait, c'était un peu le lieu de repli pour la cour aux grandes heures de Versailles. Alors, le domaine de Dampierre, il a été constitué historiquement depuis très longtemps. Mais au moins, il est attesté comme étant le cœur du duché de Chevreuse. Le duché de Chevreuse, au XVIIe siècle, c'était 40 000 hectares et il était propriété d'hommes puissants, puisque, par exemple, Jean Duval, qui était le trésorier de François Ier, en était propriétaire et il avait fait un palais Renaissance en lieu et place de ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Jean Duval a accueilli François Ier. Et puis ensuite, ses successeurs sont la famille de Lorraine, duc de Guise. Alors, à commencer par le cardinal de Lorraine, hein, le pape ultramontain, l'homme le plus puissant politiquement de France, a été propriétaire du domaine de Dampierre, du duché de Chevreuse. Et à cette occasion, des dessins ont été réalisés sur l'état du château de cette époque-là par Jean-Claude Drouet du Cerceau dans ses plus excellents bâtiments de France. Et nous avons la description du château avec une présence très forte des écuries de la fin du XVIe, début du XVIIe, dans l'enceinte des cours telles qu'elles existaient au XVIe siècle. Le cardinal de Lorraine décède, c'est son neveu, le Balafré, le duc de Guise, dit le Balafré, qui en hérite. Et à l'assassinat du Balafré, eh bien, c'est Claude de Lorraine, un fils du Balafré, qui développe à Dampierre l'art équestre, développe à Dampierre l'art des jardins, développe à Dampierre l'art de l'architecture. Un homme fantasque qui avait recouvert d'or tous les chevaux qui partaient pour accompagner le mariage royal entre la sœur de Louis XIII, avec la sœur de Louis XIII, pardon, avec le roi d'Angleterre. À Dampierre, il avait évidemment ses écuries qui devaient être celles représentées par Jean-Claude du Cerceau, mais il avait également un éléphant qui évoluait dans les jardins. Euh, Claude de Lorraine est un des amants de la duchesse de Chevreuse, jeune veuve du premier duc de Luynes. Et c'est comme ça que, en fait, la famille de Luynes arrive à Dampierre avec ce château qui a été racheté à Claude de Lorraine et qui est transformé par le petit-fils de la duchesse de Chevreuse parce qu'il se marie avec Colbert, avec pardon, la fille de Colbert, et qui, dans la dot de ce mariage, remet la somme nécessaire pour réaliser le château que nous vous présentons aujourd'hui. Et également, dans la dot, il y a l'architecte de Versailles qui achève ce chantier royal et qui arrive à Dampierre pour remodifier, remodeler et donner une grande perspective, redonner des façades très classiques sur ce château. Il a la particularité donc d'avoir un corps central tel que vous le voyez aujourd'hui, mais avec de part et d'autre de la cour, eh bien, des arcades qui sont non pas parallèles à la façade, mais qui sont perpendiculaires, puisque tout ça, ça s'appuie sur l'histoire de Dampierre. Voilà, donc là, on est sur la grande perspective des jardins.
grande perspective créée par Jules Mansart, avec peut-être l'aide de Le Nôtre, puisqu'on attribue pour certains l'appartenance de ce jardin à Le Nôtre. En fait, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un jardin qui a été effacé, c'est le jardin à la française qui a été effacé à la fin du XVIIIe siècle et qui a été transformé au XIXe par ces pelouses sur lesquelles il y avait des massifs d'arbres et d'arbustes et de fleurs et qui, au cours des siècles, ont disparu. Et aujourd'hui, le projet du nouveau propriétaire, puisque depuis 2018, la maison, le domaine de Dampierre, qui fait 400 hectares, eh bien, a changé de propriété, a changé de propriétaire. Et c'est donc Monsieur Francky Mullier, grand passionné d'art équestre, grand passionné d'art de l'attelage, eh bien, qui a acheté ce domaine et qui, aujourd'hui, eh bien, mène des travaux sur l'ensemble des bâtiments et des jardins pour restaurer ce patrimoine qui avait subi sa dernière restauration depuis près de 200 ans, puisqu'en 1840, Félix Duban était intervenu à la suite de Julien d'Amansart pour restaurer ce patrimoine. Donc aujourd'hui, il y a un patrimoine qui était 200 ans après avec un réel besoin de restauration. Le programme qui a commencé en 2020 continue. Aujourd'hui, on achève la restauration de la cour avec la pose demain de la grille d'honneur. Et début avril, on commence la restauration des jardins tels qu'ils existaient à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire que la vue que vous avez avec ces grands carrés d'herbe, eh bien, il y aura 4 grands bassins avec des jets d'eau et vraiment immédiatement devant nous sur la photo, eh bien, 3 autres bassins viendront compléter le bassin qui existe. Donc vraiment une nouvelle vie pour Dampierre, une nouvelle vie, mais tout cela s'inscrit dans la tradition équestre de la famille de Luynes, puisque la famille de Luynes avait réalisé de très grandes écuries qui se trouvent à gauche de cette photo, qui ont été malheureusement transformées en restaurant dans les années 90 et qui est aujourd'hui désaffecté. Donc c'est le bâtiment sur la photo de gauche qu'on aperçoit derrière les arbres. Donc des grandes écuries qu'on n'hésitait pas à montrer, puisque les arcades qui encadrent la cour d'honneur eh bien, permettent de voir les communs. D'un côté, l'aile d'Astrée, qui était une aile historiquement importante dans l'histoire culturelle de Dampierre, puisque c'était une salle de théâtre où les plus grands, les rois, les reines venaient en représentation à Dampierre. Et de l'autre côté, eh bien, on pouvait voir les grandes écuries. Et puis pour compléter l'apparat nécessaire et le luxe nécessaire, eh bien, de l'autre côté du château, de l'autre côté de la rue, sur un vertugadin, au pied du vertugadin, un énorme pédiluve est construit le long de la voie publique. Et là, eh bien, les chevaux qui revenaient de course, qui revenaient de leur promenade, venaient se détendre dans ce pédiluve monumental qui se trouve en face de la grille d'honneur. Donc vraiment un domaine où il y a une vraie vie d'aristocrate avec évidemment le cheval comme compagnon de vie et qui est mis à l'honneur, qui bénéficie de tous les soins. Aujourd'hui, M. Mullier a racheté cette propriété. Euh, Sa volonté, c'est de développer l'art équestre et l'art de l'attelage. Alors, l'art équestre existe à travers des chevaux qui sont présents, des poneys. On a des activités de poneys. Et l'art de l'attelage, on a développé l'art de l'attelage à travers des promenades que l'on fait à travers les jardins et dans la forêt qui est fermée au public. Voilà, les attelages, ça c'est la petite wagonnette qui fait 12 places. Nous avons des paulines de 24 places et tous les jours, ces attelages partent faire découvrir au public le patrimoine aussi bien visible de tous quand on se promène dans les jardins, mais également la partie forestière qui est non visite. Et là, on aperçoit en arrière-plan d'ailleurs les grandes écuries avec la sellerie sur la gauche du château. Et ces attelages sont tirés par des mules américaines. Ça, c'est un coup de foudre que M. Mullier, qui était meneur d'attelage sportif dans sa découverte de l'attelage, et aujourd'hui, c'est une passion loisir. Donc, il lui arrive de mener les attelages avec le public, mais aussi, nous avons une équipe de meneurs, grooms et palefreniers pour aller emmener le public dans ces promenades. Et ce sont des mules américaines qui emmènent le public avec ses voitures. Des mules américaines, je rappelle, c'est le croisement de Percheronne et de Baudet du Poitou. Ce sont des mules que M. Mullier va chercher en Pennsylvanie, chez les Amish,
Il a découvert ça par hasard là-bas et il a dit, mais enfin, il s'est demandé ce que c'était ces animaux, jamais vus en France, des grands gabarits. Au garrot, ça atteint le mètre 80 et c'est des mules qui pèsent pour certaines jusqu'à 1 tonne. Il y a vraiment des muscles et une structure, une charpente très impressionnante. Tout ça posé sur 4 sabots qui sont les restes des bodés du Poitou, donc très fins. Donc, on a du baudet du Poitou, les grandes oreilles et les sabots très fins, et puis la corpulence de Percheron. Donc on emmène tout le monde à travers le parc forestier. C'est vraiment une animation principale pour nous à Dampierre. Et en même temps, on a l'art de l'attelage, alors qui va se développer, l'art de l'attelage. Dans un premier temps, on expose au public des attelages du 19e siècle qui appartenaient à la famille de Luynes et à la famille d'Uzès, puisque Uzès, Luynes sont vraiment, il y a eu une union au 19e siècle et donc c'était une union importante. Et on a le lot de voitures hippomobiles qui a été acheté en même temps que le château par M. Mullier, qu'on présente au public actuellement dans les petites remises. Et à partir du mois de septembre, dans les grandes remises, eh bien, nous allons entrer en restauration pour restaurer les grandes remises. Dans le but, dans un an, on propose au public la découverte de la collection d'attelages de M. Mullier. Il est collectionneur d'œuvres d'art par ailleurs, mais il a une collection d'attelages, les attelages du 19e siècle, et il a 12 attelages, tous aussi originaux, qui seront présentés dans cette grande remise. Voilà pour le volet équestre. Et donc, quand les vieilles maisons françaises, l'association VMF, s'est rapprochée de nous pour savoir si nous acceptions d'accueillir les Olympiades, évidemment, c'est tout naturellement que nous avons répondu à ce programme, puisque les Olympiades, les Yvelines, terre de Jeux olympiques, toute l'activité olympique équestre se déroule au château de Versailles. Dampierre étant un satellite historique de Versailles, eh bien, c'est tout normal d'accueillir ces Olympiades. Alors, ces Olympiades seront sur la partie culturelle dédiée au savoir-faire traditionnel, à l'interprétation du patrimoine voulu par rapport aux travaux qui ont été menés. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des compagnons qui vont venir expliquer leur métier et faire participer le public le jeune public, il y aura des tailleurs de pierre, il y aura des ardoisiers, des métalliers. Et donc, les enfants pourront manipuler l'outil et le matériau et comprendre la restauration qui a été faite à Dampierre. Il y a évidemment les vieilles maisons françaises qui auront leur stand, et également le campus, l'Université Campus de Versailles, qui développe les métiers d'art, qui sera présent pour présenter sa formation et inciter le jeune public à découvrir les formations possibles pour maintenir les savoir-faire dans le cadre de ces métiers d'art. Et puis, pour le volet équestre, eh bien, nous allons avoir une journée riche le 9 juin, puisque tous les âges sont concernés. Le bambin pourra faire du poney, l'adolescent pourra faire du hobby horse, et puis l'adulte ou l'adolescent, d'ailleurs, pourra faire de l'équifile, c'est-à-dire, je reprends du mountain horse, pour reprendre le terme. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est une appréhension du cheval et une appropriation du cheval. Et puis en parallèle, sur tout le tour de l'étang, nous avons un grand étang de 7 hectares qui fait 500 mètres de longueur, donc 1,5 km de pistes possibles pour un ride and run qui se déroulera dans le cadre des championnats régionaux. C'est donc une épreuve reconnue. Et là, par contre, qui s'adresse uniquement aux licenciés et qui seront inscrits pour participer, mais un vrai spectacle équestre qui pourra être visible dans cet art de l'équitation qui sera visible à Dampierre. Donc toute une journée consacrée à ce patrimoine équestre et au patrimoine à sauvegarder que sont les monuments historiques. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Pascal, et merci à nos 3 intervenants pour leur passionnante présentation. Alors, je crois qu'on a quelques questions. Je vais laisser Anne de Saboulin. Tout à fait. Une première question pour plutôt le Haras du Pin et le château de Chantilly par rapport au spectacle équestre que vous organisez régulièrement. Il me semble que vous en organisez assez fréquemment. Quelle est la fréquence de ces spectacles équestres? Comment est-ce que vous les montez et comment est-ce que vous choisissez les thèmes surtout? Et est-ce que, dernière question, est-ce que c'est toujours la même compagnie qui intervient pour ces spectacles?
Alors, concernant le Haras du Pin, il y a à la fois une petite équipe dédiée au Haras du Pin, mais on fait appel quasiment pour chaque spectacle à des artistes extérieurs. Chaque thème de spectacle est renouvelé selon les vacances scolaires. Donc là, il y a le thème de Pâques qui arrive. Je crois que c'est les Trésors de la forêt pour le printemps. Il y aura un autre spectacle qui va être mis en place pour les vacances estivales. Après, la Toussaint, forcément, c'est axé sur Halloween. Et pour Noël, c'est pour Noël. Voilà. Donc les costumes changent, les scénarios changent et on essaye à chaque fois aussi d'avoir un metteur en scène. Et les artistes viennent avec leurs propres chevaux, bien entendu. Merci. Et à Chantilly, donc les grandes écuries accueillent la compagnie équestre du château de Chantilly, donc qui est embauchée à temps plein aux grandes écuries. Elle est composée de 9 cavalières et ce sont elles qui préparent les chevaux au spectacle et qui préparent les spectacles. Donc Sophie Bien-Aimée, qui est directrice équestre et artistique, a écrit le spectacle Un jour à Paris en lien avec Mathilde Poutot, qui est son assistante création. Donc, c'est un spectacle, le spectacle Un jour à Paris qu'elles ont écrit toutes les deux et qui va durer sur 2 ans. Donc, pour le printemps et l'automne 2024 et le printemps et l'automne 2025. Ensuite, chaque année, on a un spectacle de Noël qui est mis en scène par Virginie Bien-Aimée et qui fait appel à la même compagnie qui est embauchée sur place. Donc, chaque année, c'est un conte de Noël différent qui est choisi et qui est généralement adressé aux plus petits d'entre nous. Et puis un spectacle d'été qui est, cette année, ça s'appelle Equinox. C'est un petit peu une reprise de différents numéros d'anciens spectacles pour voilà, proposer quelque chose au public. Donc c'est en tout dans l'année 100 représentations ouvertes au grand public et une vingtaine de spectacles pour les privatisations, etc. Et puis les thèmes, alors comment sont-ils choisis? Le thème de Un jour à Paris, c'est vraiment parce que les JO sont à Paris cette année, qu'on se rappelle 1900 et les JO à Paris en 1900. Voilà, c'est un peu au fil aussi de l'inspiration de la compagnie. Le spectacle Totem, qui était le spectacle précédent, c'était juste après le Covid que Sophie a écrit ce spectacle. Donc, c'était Totem, un voyage dans tous les peuples équestres. Donc, une envie de voyager. Très bien, merci beaucoup. On a une question aussi pour vous, Pascal, du côté de Dampierre. Vous réouvrez incessamment sous peu. Quelles sont un petit peu toutes les activités que vous allez proposer au domaine de Dampierre et plus particulièrement aussi quelles activités pédagogiques, ludiques, parce qu'il me semble que vous avez quand même pas mal de choses proposées aux enfants. Alors, nous ouvrons après-demain, c'est un peu le rush là. On est en plein à la fin du chantier, tout le monde s'active. À un moment donné, j'ai cru que j'allais être perturbé par un engin qui approchait, mais il s'est éloigné pendant la petite intervention. Donc, du coup, on ouvre samedi 23 mars et dorénavant, on ouvre à l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réouverture annuelle, il n'y a plus d'ouverture annuelle. Donc, on ouvre définitivement pour toute l'année et avec une nouveauté qui est la gratuité pour tous les moins de 18 ans. Donc ça, c'est vraiment, on veut atteindre tout public et inciter tout le monde à venir. Dans ce cadre, il faut évidemment créer des animations pour satisfaire tout le public. Et on a beaucoup d'activités diversifiées, en effet. On a pour le promeneur simple eh bien, des aires de jeux naturels avec des tables de pique-nique, mais qu'on peut agrémenter librement par des promenades un peu plus instructives, puisque nous avons réalisé préalablement aux travaux de grosses études sur la biodiversité. Et donc, on a souhaité faire partager ce travail qui a été mené par des bureaux d'études à travers deux chemins. Il y a le sentier de la faune sauvage. Nous avons installé des observatoires en lisière de la forêt, à l'intérieur des jardins, mais en lisière de la forêt, avec tout un parcours pédagogique pour expliquer la faune forestière, la faune sauvage. Par contre, à l'intérieur du jardin, on a un parcours, ce qu'on a baptisé le chemin des libellules,
qui est un chemin qui se découvre à travers un outil téléphonique en scannant le QR code. On arrive sur des fiches pédagogiques qui expliquent, eh bien, par exemple, je disais, ça s'était baptisé le chemin des libellules. Eh bien, on apprend un peu ce qu'est une libellule, la différence libellule et les demoiselles. Et puis en même temps, ben, on apprend la richesse du patrimoine bâti qu'on découvre au fur et à mesure de cette visite. Et pour agrémenter tout ça, évidemment, nous avons des locations de Rosalie et de Golfette qui permettent pour les plus jeunes, la Rosalie, c'est des pousses mamies, comme on appelle ça, parce que quand les grands-parents emmènent leurs petits-enfants, les mamies sont épuisées et donc les mamies poussent les petits-enfants. Et puis sur les Golfettes, évidemment, ça permet à tout public, déficient ou non, de profiter d'une promenade au calme. Voilà. Et puis, bah, pour les plus petits, pour les plus jeunes, on vient de baptiser, d'inaugurer, pardon, une petite ferme parce que on est vraiment en lisière de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'agglomération parisienne. Quand on est à Dampierre, on est complètement au milieu de la nature et on ne pense pas que l'agglomération est à 2 kilomètres à vol d'oiseau. On oublie tout cela, mais on est quand même sur un public qui a besoin de retrouver ses racines. On a besoin d'un public qui a besoin de découvrir l'histoire voilà, de tout ce patrimoine. On a créé une petite ferme, alors ce qu'on appelait la petite ferme d'Albert, où on montre des poules, des lapins, des faisans dorés, des pigeons, les baudets du Poitou, des moutons nez noirs du Valais, enfin des grosses pluches sur quatre pattes. Voilà. Donc on essaye de trouver différentes activités, différentes animations, parce qu'après il y a tout un rythme d'animation tout au long de l'année, à commencer eh bien, autour du 1er avril avec les animations de Pâques. Merci beaucoup. Je pense que Caroline, peut-être tu avais une question aussi de ton côté. Oui, on parlait tout à l'heure de la sellerie, qui évidemment est un métier d'art qui vous concerne tous les trois. Est-ce qu'il y a d'autres métiers d'art qui sont plus particulièrement mis à l'honneur? C'est vrai que c'est un sujet, nous, qu'on essaye de pousser un maximum au VMF. On soutient les artisans d'art, on met en valeur les métiers d'art. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, les uns ou les autres, ou les uns et les autres? Alors, ce qui est intéressant, et c'est vraiment la particularité française. Déjà, la productivité française est extrêmement réputée à travers le monde. On sait qu'on a une qualité de savoir-faire sur l'ensemble des métiers manuels qui est énorme en France, qui tient beaucoup à la transmission et à la formation, euh, parce qu'autrement, on les perd. L'Institut français du cheval et de l'équitation le fait pour la sellerie, mais aussi pour la maréchalerie, mais aussi, on peut dire aussi pour le dressage de jeunes chevaux, parce qu'on est vraiment sur le cheval. On n'est pas, certes, il y a des diplômes, mais c'est vraiment l'expérience, le travail au quotidien qui fait la différence. Même manipuler un étalon, si vous pourrez regarder sur un YouTube, mais ça s'apprend vraiment sur le terrain. Et après, bien sûr, il y a toujours une partie théorique. Alors, je pense que la grande richesse aussi, c'est de travailler avec des entreprises et des artisans qui sont privés. Certains sont indépendants et puis d'autres, comme Hermès, ont une partie très importante sur la formation et la transmission. C'est aussi ce qui fait la particularité de ce groupe. Euh, pour le cheval, je dirais c'est avant tout la sellerie et la maréchalerie et tout ce qui est lié, je dirais, au dressage des chevaux, à l'attelage, parce que ce sont des savoirs et ça, c'est vraiment la partie formation importante de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et d'ailleurs, le dressage, la reprise de dressage que pourront voir les gens qui vont s'inscrire et qui vont venir au Haras du Pin, il y a à la fois quelqu'un qui a été champion du monde en attelage à un cheval, mais qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, transmet. Bon, il s'entraîne toujours. Et puis une instructrice aussi en dressage. On sait que la plupart de ces métiers, à la fois, c'est garder un cheptel équin assez important en France, mais aussi le valoriser, produire, utiliser et valoriser. Et dans les métiers d'art, c'est vraiment important.
Et dans la sellerie, d'autant plus, même si on peut différencier la sellerie artisanale de la sellerie industrielle. Une selle faite main euh, entièrement, c'est à peu près 40 heures de travail. Là, on a débuté une pépinière au Haras du Pin. On a une jeune sellière qui s'est installée, donc qui peut faire des selles, qui peut réparer, et puis qui assure aussi, bien entendu, une partie de maroquinerie. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans les métiers du cuir, on retrouve les mêmes outils quasiment dans la maroquinerie et dans la sellerie. D'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, quelques-uns qui ont fait la formation de sellier, parfois se retrouvent en maroquinerie dans d'autres industries de luxe. Voilà. Merci Muriel, merci beaucoup. Marie, vous vouliez dire un mot? Effectivement, je rejoins Muriel, le côté, enfin, sur son choix des deux métiers euh, auxquels on pense d'abord, le métier de sellier et puis le métier de maréchal ferrant. Nous, c'est un métier qu'on aimerait valoriser davantage aussi, le métier de maréchal ferrant, j'espère, dans les prochaines années. Et puis, je pense aussi au concours du meilleur apprenti de France qui s'est lancé, qui propose donc pour le métier de sellier, le métier de maréchal ferrant, mais de nouvelles disciplines, donc jockey d'entraînement, si je ne me trompe pas, et driver du coup de chevaux de trot. Et c'est aussi, enfin, je rejoins Muriel sur ce côté où les métiers du cheval, on pense métier d'art par la sellerie, mais il y a aussi ce côté artistique de devoir, enfin, d'arriver à gérer un cheval, d'arriver à le dresser, d'arriver à lui faire faire telle ou telle chose, de faire avec. Et c'est quelque chose qu'on essaye aussi de valoriser au sein du musée. Voilà. Mm. Merci beaucoup. Pascal, vous vouliez rajouter un petit Oui, je dernier voulais mot juste avant qu'on rajouter que conclue? c'est en effet un problème, nous, à titre privé, que de trouver des artisans d'art qui soit confectionnent, soit restaurent du matériel équestre. Et c'est pour ça que la venue du campus Versailles à Dampierre dans le cadre des Olympiades est importante parce qu'ils sont en manque de jeunes pour voilà, apprendre ces métiers. L'autre jour, j'étais en lien avec eux pour préparer ces Olympiades et ils disaient par exemple un bottier parce que là, on parle de scène, on parle de harnais, on parle de maréchal ferrant, mais un bottier, enfin, il n'y a plus de jeunes qui veulent être bottier. Donc voilà, nous, l'accueil de ce campus Versailles permet aussi peut-être de montrer qu'il y a d'autres métiers que du tertiaire, il y a les artisanats d'art et c'est très vaste comme savoir-faire et comme métier. Et si on va plus loin dans les métiers d'art liés au cheval, si je puis me permettre, il y a aussi, concernant le patrimoine hippomobile, les charrons. Ouais. C'est difficile et tout ce qui est restauration de voitures hippomobiles qui réunit différents corps de métiers, que ce soit sur parfois le textile, le cuir et le métal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'il est l'heure de conclure notre webinaire. Merci beaucoup à nos spectateurs de nous avoir suivis. Merci infiniment à nos trois partenaires et trois intervenants qui ont été extrêmement intéressants. Et merci surtout à tous les trois, Muriel Meneux du Haras du Pin, Marie Mouterde du Château de Chantilly et Pascal Thévard du domaine de Dampierre d'avoir accepté de nous suivre sur cette Olympiade culturelle. Pour nous, c'est un grand bonheur d'avoir ces trois événements qui arrivent et on espère retrouver les adhérents VMF et d'autres, tous ceux qui ne le sont pas ou pas encore, présents lors de ces trois journées. Et puis, on vous dit à bientôt pour de prochaines conférences en ligne avec les VMF. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci beaucoup.